Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Pascal de m'avoir invité encore une fois pour venir assister à ce bel événement qui est toujours Segamed. C'est toujours un plaisir de découvrir toutes les créations et tout ce qui est fait dans le domaine des serious games. Donc moi je vais vous présenter un jeu qui a été réalisé dans un camp de réfugiés pour des enfants syriens. Donc jouer et apprendre à lire dans des camps de réfugiés, l'exemple de jeu Untold Letters de Cologne Game Lab. Donc c'est un jeu qu'on n'a pas réalisé nous-mêmes, mais dans notre laboratoire de psychologie et mon groupe de travail, on s'intéresse beaucoup aux jeux sérieux, notamment leur application pour l'éducation et la santé. Je présente mes co-auteurs, donc Emmanuel Guardiola, auteur de jeux, donc Cologne Game Lab en Allemagne, Nejma Koval Saifi, Integrated, et Mark Whitman Jordanie, et qui a coordonné l'application de jeu, et Mark Whitman, qui est un chercheur d'Allemagne, également, qui travaille sur la partie scientifique de jeu, et donc notre participation et une participation d'expertise et d'analyse de l'ensemble des données récoltées et d'une publication scientifique sur les données. Donc ce projet est un consortium international mené par EduApp Syria qui vise à fournir des solutions pour des enfants syriens déscolarisés. Donc c'est un consortium qui est guidé également par Jeux sans frontières, donc un grand consortium international. Et donc Untold Letters, c'est un jeu qui a reçu plusieurs prix internationaux, notamment meilleur jeu sérieux pour l'année 2017 et 2018. Donc il a eu plusieurs prix, donc on est très honorés à participer à ce projet. Donc le contexte de création de ce projet, c'est le contexte de la guerre en Syrie qui a duré plus de 7 ans. Donc pendant cette guerre, il y a eu 2,3 millions enfants syriens déscolarisés, des enfants exposés à des événements violents extrêmes et au stress prolongé, et souvent qui ont amené à la perte de leurs parents, des proches et des amis, et la plupart du temps le départ de la maison et du coup de l'école. Ce projet concernait un camp en particulier situé en Jordanie, le camp d'Azra, qui comporte dans lequel 57% de la population inclut des jeunes de moins de 18 ans. Et de façon générale en Jordanie, il y a 40 210 enfants déscolarisés selon les chiffres menés par les organisations internationales. Et ce projet, EduApp Syria, visait à réduire les barrières d'accès à l'éducation des enfants dans des camps de réfugiés et a visé à utiliser pour cela le jeu vidéo. Tout d'abord parce que le jeu vidéo éducatif est un excellent moyen d'apprentissage. Il suscite l'engagement par des moyens ludiques dans un but éducatif et permet un apprentissage différencié, c'est-à-dire adaptable et modulable selon les besoins de chacun. L'utilisation d'un jeu est également un bon outil pour l'apprentissage de la lecture, ce qui a été démontré en particulier dans le domaine de la lecture par plusieurs méta-analyses, et dont ici une méta-analyse récente qui a été menée auprès de 77 études randomisées et qui a montré que grâce à un jeu éducatif, les enfants arrivent à apprendre les bases de la lecture. D'autre part, l'application de jeu permet aux enfants de développer d'autres capacités cognitives au sens plus large, la motricité fine, la concentration, l'attention, la mémoire de travail, les capacités d'inhibition, qui font partie de grandes fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc le projet spécifique de l'EduApp Syria visait à accompagner l'éducation, la résilience des enfants, stimuler les émotions positives et le partage social. Donc il avait aussi une autre vocation éducative. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui par la littérature que jouer aux jeux vidéo améliore la cognition, la créativité, la sociabilité, mais encore permet de stimuler les interactions sociales, d'apprendre le partage, d'augmenter le bien-être et le plaisir dans une compétition amicale et stimulante,
Et il y a des corrélations très positives entre le fait de jouer aux jeux vidéo en particulier et le développement des compétences sociales. Donc l'objectif particulier de Hunter et Letters, de ce jeu-là, était tout d'abord d'apprendre les rudiments de la lecture chez les enfants donc déscolarisés dans des camps de réfugiés, et deuxièmement d'améliorer le comportement prosocial et le bien-être psychosocial de ces enfants. Donc le jeu a été fait en langue arabe, ce qui donnait la possibilité d'élargir l'impact de ce jeu sur d'autres régions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, au total 27 pays où la langue arabe est la langue officielle. Donc l'Hunter et Letters est un jeu qui est composé de 20 mini-jeux d'arcade guidés par un petit chien qui est appelé Hunter. Donc il a 6 parcours ludiques qui sont composés de plusieurs étapes, donc de 6 étapes de l'enseignement de la langue arabe en classe primaire. Et chaque parcours comprend des mini-jeux et des objectifs pédagogiques précis. Les stimuli utilisés sont variés et ludiques. Il y a beaucoup d'animations sonores, de la musique, des couleurs, de challenges, des objectifs pour remplir des petites missions dans chaque jeu. Alors, je vais vous montrer après une simulation. En fait, elle ne marche pas. J'ai essayé tout à l'heure. Donc, l'objectif pédagogique, c'est, vous l'avez compris, l'apprentissage de la lecture. Et tout d'abord, donc, apprendre les sons de la langue arabe et notamment la correspondance entre les lettres et la combinaison et les mots, et notamment la position des lettres dans les mots. En fait, il y a une particularité de la langue arabe, c'est qu'elle est composée de 28 lettres de formes similaires, mais qui se distinguent par des points. Et une forme, en fonction du nombre de points, elle peut signifier plusieurs choses, en fait, en fonction de son placement dans les mots. Donc, ce qui crée une particularité, que le son isolé n'a pas forcément une correspondance précise. Donc, il faut absolument apprendre aussi bien les sons que leur placement dans des mots, ce qui donc demande un traitement bien spécifique et qui peut être fait notamment par le jeu. Et donc l'ensemble des apprentissages sont basés sur des manuels en fait d'enseignement en langue arabe. Donc le premier objectif, apprendre des sons et leur correspondance dans les mots. D'autre part, décoder les lettres. Développer le vocabulaire, la rapidité et la fluence de la lecture, et également stimuler les capacités, bien sûr, de compréhension, puisqu'il y a des petits exercices aussi, des petits jeux qui concernent la compréhension. Deuxièmement, le deuxième objectif, c'était de stimuler les émotions positives et développer le comportement prosocial. Donc ceci a été dans le scénario, ceci a été implémenté par de nombreux feedbacks positifs, par exemple, pour chaque réussite dans les mini-jeux, et une stimulation émotionnelle, l'incitation à la coopération, l'empathie. Il avait plusieurs mini-jeux qui stimulaient, par exemple, ces émotions positives. Notamment, il avait des jeux, par exemple, ici, un des jeux, c'est le jeu de l'œuf, qui permettait d'aider des œufs à éclore, des petites lettres à éclore des œufs. Par exemple, on considérait que c'était des émotions très positives et surtout stimuler un comportement d'aide, par exemple ici. D'autre part, il avait des petits jeux qui consistaient à réconcilier les lettres qui se disputent et les amener, par exemple, de composer ensemble une lettre dans un mot. Donc l'ensemble en fait de ces stimulations permettait de stimuler les sentiments de joie, donc les émotions positives, la concentration, la possibilité de s'engager. Donc on s'intéressait à l'engagement dans le jeu, la cognition, la concentration, l'attention, mais aussi le développement de toute une gamme émotionnelle en fait qui était particulièrement importante dans une situation où les enfants étaient exposés notamment à des contextes tout à fait traumatiques. Donc on s'intéressait beaucoup à stimuler l'expression émotionnelle positive et notamment à diminuer l'intrusion des pensées et des émotions liées au traumatisme, notamment grâce à l'espace du jeu.
Donc l'ensemble de jeux et les scénarios ont été pré-testés. Leur acceptabilité et l'engagement dans le jeu a été conduit par des pré-tests qui ont été menés par Skype avec 170 participants qui étaient des familles des enfants syriens. L'opinion des parents et des enfants sur les scénarios et sur les différentes animations a été récoltée. Les différentes caractéristiques ludiques de l'environnement, mais aussi des personnages utilisés dans le jeu ont été testées, notamment sur le caractère de fun, fluidité et de flow, bien sûr, caractéristiques essentielles dans le jeu. Et également, ce qui a été testé, c'est la compréhensibilité des objectifs et la mécanique de jeu de façon générale. Et à la base de ces pré-tests, on a également élaboré des tutorats interactifs qui ont été utilisés par les animateurs des jeux. Sur le plan méthodologique, comment on mène cette étude dans les camps de réfugiés? Donc ça a été mené par justement un certain nombre d'associations humanitaires qui étaient présentes dans les camps. Jeux sans frontières, Adieu App Syria, l'Université de New York et un certain nombre d'organisations humanitaires, des professeurs et des médecins qui étaient engagés dans l'ensemble de ces applications. Donc les participants étaient des enfants de 2 villages, donc dans ce grand cas d'Azraq en Jordanie. Et ces enfants n'étaient pas scolarisés, donc c'est les enfants âgés entre 5 et 10 ans, mais participaient dans des activités de vacances dans un centre humanitaire qui était organisé spécifiquement dans le camp pendant l'été. Donc la méthode était une méthode quasi expérimentale dans laquelle il avait 2 groupes d'enfants, donc des enfants qui devaient faire le jeu et d'autres qui participaient uniquement aux activités d'animation qui étaient proposées dans cet centre d'animation de jeu. Et donc il avait la comparaison de groupes avant et après l'entraînement de jeu par les deux tests que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc l'utilisation de jeu a été fait pendant 5 à 6 fois par semaine et donc au total en moyenne de 30 heures de jeu. Il faut savoir qu'à 30 heures, selon la littérature internationale, 30 heures est un minimum, en tout cas dans lequel, minimum moyen, dans lequel on peut commencer à avoir des effets assez positifs, en tout cas en termes d'apprentissage. Mais spécifiquement pour la lecture, on sait qu'il faut plus de 60 heures de jeu, par exemple, pour que les effets soient optimaux. Mais voilà, les gens, ils ont pu faire ce qu'ils ont pu dans le camp, mais en tout cas, il y avait une utilisation assez conséquente pendant une semaine. Donc l'évaluation, tout d'abord en termes d'apprentissage de la lecture, a été effectuée par un test qui a été adapté en langue arabe et qui donne aussi des normes, en tout cas sur l'utilisation, l'apprentissage de l'association entre les lettres et les sons, les syllabes, la lecture des différentes syllabes, des nomos. Ça, c'est la lecture des nomos est en fait un test classique de décodage, en tout cas utilisé pour la lecture, et la lecture fluente. Concernant le deuxième objectif sur le bien-être psychosocial, il a été utilisé un questionnaire sur le comportement prosocial et sur les difficultés, le bien-être psychologique et le bien-être psychosocial des enfants, qui a été également normé en langue arabe et qui permettait de mesurer la présence de troubles émotionnels, des troubles des conduites, l'hyperactivité, troubles de l'attention, la relation avec les pairs, les comportements prosociaux en particulier, donc les marques d'intérêt et la coopération entre les enfants. Et en troisième lieu, il avait une évaluation qualitative de l'expérience des joueurs pour notamment pouvoir tester aussi bien les bienfaits sur le plan cognitif, émotionnel et somatique des enfants. Alors, au niveau des résultats, donc tout d'abord par rapport au apprentissage de la lecture, au total il y avait 202 enfants qui participaient au groupe actif, donc qui utilisaient Android Letters, et 200 enfants contrôle. Donc vous voyez ici qu'il y a une répartition selon l'âge qui a été fait. Il faut savoir qu'aucun de ces enfants, comme j'ai dit, n'était scolarisé et que les enfants, ils avaient des rudiments pour certains de la lecture. Donc tout d'abord, il faut savoir que sur l'ensemble du test, en fait, sur des différentes dimensions mesurant l'apprentissage de la lecture, sur l'association lettres-sons, les syllabes
mais aussi pour la lecture des nomos et la lecture fluente. À chaque fois, on a observé des améliorations qui étaient très très importantes, en particulier pour les enfants qui ont participé au groupe actif avec Antora et Daleters. Donc en fait, il avait vraiment une amélioration significative dans le groupe d'entraînement pour l'ensemble des dimensions de la lecture. Donc là, il a des détails des résultats. Concernant le bien-être psychosocial, tout d'abord, ce qu'on avait observé, c'est que les enfants ont amélioré de façon générale les troubles émotionnels. Il n'y avait pas précisément d'amélioration sur les troubles de conduite ou des comportements d'hyperactivité, par exemple, chez les enfants, mais il y avait donc une amélioration globale de comportement émotionnel, en fait des émotions de l'enfant. Il avait une augmentation générale en termes de bien-être psychosocial ressenti par les enfants et les comportements prosociaux. De façon importante, ce qui était intéressant, et là d'ailleurs les partenaires souhaitent qu'on épluche là maintenant l'analyse qualitative qui est vraiment très très intéressante, au-delà de cet aspect quantitatif qui montre une amélioration, c'est que le jeu donc, qui a été très apprécié, donc vous voyez sur la grande majorité des enfants, et par leurs parents d'ailleurs, parce que certains continuaient aussi le jeu à la maison. Il faut savoir que le bien-être apporté par le jeu des enfants a été vraiment très impressionnant. Là, j'ai sélectionné 3 catégories de témoignages qu'on est en train d'analyser aujourd'hui. Tout d'abord, le fait de jouer, ça amène les enfants de se sentir à la maison et de ressentir une expérience de flow, c'est-à-dire une expérience vraiment du plaisir, de ne pas voir le temps passer, etc. Ce qui était très très important en termes d'apport en fait, pour ces enfants dans les camps. Donc, deuxièmement, le sentiment de joie et de plaisir de jouer, ça également, ça fait partie des émotions en fait que les auteurs de jeux étaient très très fiers d'apporter à ces enfants. Et troisièmement, c'est stimuler le plaisir d'étudier, c'est vraiment augmenter la motivation, le caractère motivationnel de jeu dans l'application, notamment apprendre dans un camp, vous voyez, c'est des situations qui sont tout à fait particulières. Et le jeu justement a été vraiment un facteur motivationnel très très important qui a entraîné à accélérer les apprentissages de ces enfants. Donc, pour terminer, juste quelques limitations à prendre en compte, bien entendu, là maintenant, lorsque nous analysons les résultats, c'est que 25% des enfants qui finissent pas le jeu, donc tout à l'heure quelqu'un disait qu'il avait 25% de non-réussite, ça c'est des chiffres qui sont assez classiques dans l'utilisation de toute façon par tous les approches d'apprentissage, à distance, par jeux vidéo ou autre. Hein. La randomisation est bien sûr relative, hein, qui est quand même très bien sûr tributaire de la situation dans les camps. La durée d'utilisation de jeu était assez variable entre les enfants. La condition d'utilisation de jeu a été également variable, même si la plupart ont été faits dans ces camps dont je vous ai de ce centre de vacances en fait, pour les enfants. Et les conditions d'évaluation étaient difficiles à contrôler et la fiabilité des données, bien sûr, sera relative, notamment en termes d'auto-évaluation. Donc, merci pour votre attention. Et donc, j'aurais voulu, je ne sais pas si j'ai le temps juste de montrer le petit teaser, mais en fait, comme en animation, j'ai vu que mon lien ne marche pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider juste pour aller sur... Non, vas-y. Ferme la fenêtre. Voilà, va en bas. Voilà, dans le dossier. Dans le dossier. Mon lien ne fonctionne pas. Oui, va dans le dossier. Dans le dossier. Là. Non. Donc je vais aller sur Internet en fait. Et juste mettre sur YouTube. Oui. C'est là, c'est le petit teaser. Elle est lancée. Alors Internet, il est où? Il y a Chrome, voilà. Voilà. Donc je voudrais juste mettre YouTube. Vas-y. Attends, comment tu YouTube. Oui, tu peux poser une question, bien sûr. Arnaud. C'est le lancer du marteau. Si, il y en a un. Voilà.
Il y a une question. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question, mais qui en fait s'adresse à tous les intervenants. Mais j'y pense parce que vous avez donné des chiffres en disant que, par exemple, pour apprendre la langue, il fallait à peu près que les enfants jouent 60 heures. Mais ma question, c'est, comme ça s'adresse à des enfants assez jeunes, est-ce que 60 heures pour des jeunes enfants sur un écran, c'est pas quand même... ça peut pas atteindre physiquement, enfin avoir des problèmes au niveau de la vision, etc. Parce que je comprends que ce soit de l'apprentissage, donc que ce soit dans un bon but, mais le fait d'avoir beaucoup de temps d'écran pour des jeunes enfants, ils peuvent avoir après des soucis de vision. Après, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'impact sur l'hyperactivité, mais je sais pas, je me pose des questions sur ça. D'accord, ben merci pour votre question. En fait, ça me permet de préciser, donc c'est pas 60 heures d'affilée, c'est en fait c'est des moyennes, si vous voulez. Pour obtenir, c'est en fait des études des méta-analyses permettent de savoir quel est le temps en fait d'utilisation de jeux cumulés, c'est un temps cumulé pour obtenir des effets positifs d'apprentissage. Donc là, en l'occurrence, c'était une utilisation sur une semaine, en fait une leçon avec le jeu durait 45 minutes. Donc 45 minutes, les enfants jouaient et ce temps, en fait ces 30 heures ont été repartis sur quand même plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc ce n'est pas une utilisation abusive, si vous voulez, de jeu. Et donc effectivement, mais par contre, typiquement, ce sont des critiques qu'on adresse souvent aux jeux vidéo pour l'apprentissage, pour beaucoup en fait, pour dire que il y a des addictions aujourd'hui aux jeux vidéo qu'on essaie de combattre, alors que là, on va créer des jeux pour stimuler l'apprentissage, pour donner aux enfants, stimuler même le comportement prosocial. En fait, il a été vraiment montré dans la littérature que cette utilisation non abusive, tout à fait contrôlée, en tout cas des jeux vidéo, permet d'apporter des bénéfices cognitifs, motivationnels et prosociaux tout à fait démontrés et considérables. Voilà. Mais comme toute chose, toute utilisation abusive, bien sûr, est à critiquer et à contrôler. J'avais une question sur le passé de ces enfants et sur ce que tu montrais, la diapo 25. C'était voilà. Est-ce qu'ils ont répondu que ça leur permettait d'avoir un échappatoire ou comment est-ce que quelque part le fond on va dire dans lequel ils se trouvent, que ce soit les parents ou les enfants, est ressorti dans l'enquête? C'est-à-dire que derrière c'était un échappatoire et que les enfants soient dans un autre monde, je ne sais pas. Par rapport à la position des parents, on a des témoignages qu'on est en train de... En fait, on a beaucoup de vidéos et des scripts en fait, de ces vidéos pour les témoignages. Les parents ont été peu impliqués. Il y avait quelques parents quand même qui étaient impliqués, ils ont fait des pré-tests, mais après dans l'utilisation même de jeux, c'est plutôt les témoignages des enfants que nous avons. En fait, oui, effectivement, c'est un échappatoire pour les enfants, mais c'est justement là, c'est par rapport à la première catégorie de réponse, c'est le fait de se sentir à la maison, se sentir dans une situation normale, dans un monde normal où un enfant est chez lui et joue à un jeu vidéo. Et ça, ces effets-là nous font énormément réfléchir et justement... C'est bien, ce que tu dis dans ta réponse, c'est un monde normal, donc exactement. Par opposition à un extérieur qui n'est pas normal, ou en tout la cas... folie des adultes, voilà. Et là, tu le vois comme ça, d'accord, par rapport à ça. En fait, par rapport la guerre, c'est la folie des adultes. Oui. Mais les enfants ne sont pas responsables, en fait, de ce qui se passe à l'extérieur. Et les parents, il y en a qui ne le sont pas non plus. Et les parents non plus, oui, tout à fait. Mais, bien sûr, parce qu'il y a des adultes et des adultes. Je suis d'accord, voilà, bien sûr. Mais en fait, pour les enfants, en tout cas... ce qui revient souvent, c'est ce type de 78% des enfants rapportent exactement ce type d'expérience que le jeu leur apporte un petit chez soi, où ils peuvent jouer comme n'importe quel enfant, n'importe quel bout du monde.
Voilà. Mais est-ce que justement, c'est peut-être pas ça aussi, parce que il y a un des éléments dans tout ce qu'on réfléchit là sur la simulation, la ludification, le jeu vidéo, etc., appliqué à la santé, c'est que finalement, on se dit, tiens, lorsque l'étudiant est seul chez lui, il va pouvoir rejouer des choses, qu'elles soient... Alors, donc on est dans de la réflexion, de l'approche réflexive, où je vais me revoir quand on a sur Singapour par exemple, effectivement les étudiants repartent avec des CD, des séances chez eux de façon à ce qu'ils puissent entre guillemets remobiliser. Et donc la question que je me posais, c'est finalement, est-ce que ce sentiment-là est un réel sentiment, ou est-ce que c'est un sentiment, j'oserais dire, par contraste du milieu, donc quelque part qu'il y ait une forme de biais de confusion, enfin de confusion, parce que derrière, nous, notre hypothèse, et je ne sais pas si elle est vérifiée, c'est de se dire, voilà, les étudiants ne viennent plus en amphi, très bien. S'ils viennent en classe, ils viennent de façon sporadique, et donc il n'y a pas tout le continuum. Ils n'ont peut-être pas forcément fait les travaux de groupe, hein. On prend le schéma le plus large. Et donc, si on leur met à disposition des outils qui effectivement leur permet finalement de se ressentir dans la classe tout en n'y étant pas, alors je n'ai pas vérifié ce type d'hypothèse, en tout cas c'était le fondement de nos réflexions au départ, et ces réflexions étaient ne serait-ce que de filmer ce qui se passe en cours sans avoir à retravailler quoi que ce soit pour que l'étudiant se retrouve comme s'il était en cours. C'est juste que ce que me suggérait c'est très intéressant, oui, je vais analyser, je vais regarder, je vais penser à ton hypothèse dans la réanalyse des résultats qualitatifs, mais en effet, je pense qu'en tout cas, à la demande aussi de IDUAP Syria, c'est en fait c'est ce type de résultats qualitatifs qu'il faut qu'on analyse pour mieux comprendre l'expérience des joueurs et justement les réels effets apportés sur le plan de vécu. Hein, et en termes d'efficacité, entre guillemets, donc du parler, les enfants, ça fonctionne en fait, oui. L'efficacité du jeu, c'est-à-dire que là ensuite de la lecture, sur la lecture, absolument, oui, tout à fait. Là, il y a des résultats objectivables. Oui. Donc en fait, les résultats sont vraiment très clairs, c'est des résultats statistiques. Et donc après, la randomisation, en fait, c'est un protocole quasi expérimental, faisait que les enfants qui jouaient au jeu étaient des enfants moins lettrés que des enfants contrôle. Ça, c'est un petit biais de sélection qu'on a repéré, mais donc ça, on n'y peut rien. Et donc en fait, c'est justement ces enfants-là renforce quand même l'effet, qui partaient qui partaient de beaucoup plus loin, en fait, qui ont montré le plus d'effets bénéfiques sur le jeu. C'est rigolo, mais si vous reprenez les vidéos de ce matin de Jean-Paul Fournier, on avait la même chose sur la simulation, le peer teaching. Oui. Et donc, pour les étudiants qui étaient les moins bons, eh bien, c'est là où on voyait la progression la plus nette. Et beaucoup de la littérature, d'ailleurs, sur l'utilisation de Serious Game pour l'apprentissage, hein, notamment la lecture, mais aussi pour d'autres acquisitions, montrent également que le bénéfice le plus important apporté par ces dispositifs, c'est justement pour les élèves les moins bons, c'est-à-dire qui partent de plus loin et l'acquisition de niveau moyen. Et après, l'effet secondaire, je dirais, bénéfique apporté, c'est sur la motivation, le fait que les enfants soient mis en situation aussi de réussite dans une situation d'apprentissage, permet de stimuler la motivation pour ces mêmes apprentissages. Donc ça, c'est un effet tout à fait positif aussi qu'on observe. Les bons élèves, de toute façon, ils sont déjà bons. Donc en fait, ils progressent, ça stimule d'autres effets positifs, mais pas le... Et bien... Voilà. Que les enfants finalement entament des dialogues au travers du jeu.
Complètement, c'est ce qui a été remarqué justement par le sentiment de coopération entre les enfants, en fait, et justement ce comportement prosocial. Et complètement, voilà. Donc ça a beaucoup stimulé, et justement là, ça fait partie de l'analyse qualitative. Donc le troisième type d'analyse qu'on nous demande également de faire, c'est justement d'objectiver, de montrer de façon précise ce qui a été remarqué et reporté comme témoignage par les éducateurs qui ont fait appliquer le jeu, que ça a vraiment stimulé, ça a sorti de l'isolement ces enfants, et que ça a stimulé leur relation entre pairs, quoi. Et voilà. Merci Galina, merci beaucoup.